Ne manquez pas le rendez-vous, c'est demain à 10h15 sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Alpes de la mi-journée. Au menu, les déclarations du procureur général de Grenoble après la mise en liberté de Manuela González, la veuve noire de l'Isère, en raison d'un vice de procédure. Une conséquence de l'engorgement des tribunaux que le magistrat reconnaît. Il réclame des moyens supplémentaires. La sortie d'un livre bande dessinée musicale originale, Un jour au concert avec les Bidochons, le fruit d'une étroite collaboration entre Christian Binet, le dessinateur, François Sabatier, un musicologue averti, et Nicolas Chalvin, directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie, qui sera notre invité. Enfin, la météo, avec une partie de cache-cache entre soleil et nuages, avec des averses possibles de neige en montagne, des températures en baisse. Ça ne durera pas grâce à une amélioration qui viendra de l'ouest. Manque de moyens, nombre d'affaires criminelles grenobloises en hausse, tribunaux engorgés. Au lendemain de la libération de la veuve noire de l'Isère pour vice de procédure, le procureur général de Grenoble reconnaît des faiblesses. Il demande des renforts pour accélérer les procédures. Cédric Picot, Franck Serroni. Libéré 6 mois après une condamnation à 30 ans de prison. Une décision étonnante, pourtant fondée sur le droit. Manuela González a bénéficié du non-respect du délai raisonnable. La justice n'a toujours pas pu fixer la date de son procès en appel, faute de moyens. Ce problème d'engorgement des tribunaux, on les a à Grenoble, on les a partout. Il faut se souvenir que M. Cano a été assassiné en 2008 et qu'on est aujourd'hui en 2015. Donc ce délai qui passe, il est certainement difficile pour Mme González qui a été en détention et qui ne l'est plus aujourd'hui, mais il est extrêmement pénible également pour la partie civile qui, elle, attend qu'une partie et qu'une personne, en l'espèce Mme González, soit déclarée coupable de façon définitive et qu'elle puisse enfin commencer son travail de deuil. Pas de date de jugement en appel prévue pour l'instant, car l'affaire Manuela González est loin d'être la seule affaire traitée par la Cour d'appel de Grenoble. Dans cette juridiction, confrontée notamment au crime organisé, les procès d'assises sont nombreux. Une centaine de dossiers seraient actuellement en attente. Ces problèmes de moyens ont été évoqués avec la chancellerie, notre administration centrale, et nous avons réclamé des effectifs supplémentaires. Il ne faut pas croire que l'institution judiciaire porte à elle seule la responsabilité de tout. Il y a des questions de moyens, il y a des questions de déroulement des procès. Tout cela se conjugue, mais l'objectif, bien entendu, c'est de parvenir à des délais de jugement beaucoup plus rapides. La ministre de la Justice a demandé en urgence un rapport au chef de cour de Grenoble après la libération de Manuela González. Son procès en appel devrait avoir lieu au début de l'année prochaine à Valence. Politique avec la liste Kéran. Pour les régionales, Kibadlel, 18 membres du Parti socialiste du Rhône ont en effet annoncé qu'ils choisissaient de se retirer après des désaccords sur l'élaboration des listes dans les départements. Le président sortant de la région leur répond, mettant en avant l'union contre la division. On l'écoute. La gauche est déjà divisée. Ce n'est pas la peine de rajouter de la division à la division. Je suis le chef de file, j'ai été investi par 3500 militants, c'est à moi de constituer une liste où il y aura, bien sûr, les socialistes, ils feront la moitié des listes, et puis il y aura des représentants d'autres courants politiques. C'est notre capacité à rassembler. Ça ira des écologistes aux démocrates, de tous ceux qui ne veulent pas voir la région gagnée par la droite extrême et l'extrême droite. Donc ça, c'est ma responsabilité, et je la jouerai jusqu'au bout. Pour faire face aux vols à répétition dont sont victimes les agriculteurs, la gendarmerie a signé une convention avec la Chambre d'agriculture de l'Isère. Il s'agit de lutter contre de véritables bandes organisées qui pillent les exploitations agricoles, récoltes, outils, carburants ou encore systèmes d'arrosage. Rien n'échappe à la convoitise des cambrioleurs. Reportage dans la vallée du Rhône, Xavier Schmitt et Loïc Blache. C'est la récolte des pommes golden. Guillaume Thévenas cultive plusieurs sortes de fruits sur 60 hectares. Comme beaucoup d'agriculteurs des environs, il subit régulièrement des vols dans son exploitation. Même le système d'arrosage n'est pas épargné. Des voleurs viennent casser les systèmes d'irrigation pour récupérer juste simplement la partie métallique et pour cela cassent l'ensemble du matériel et donc ça nous coûte très très cher et c'est un fléau sur le secteur. Depuis 5 ans, le producteur de fruits a déposé une bonne cinquantaine de plaintes. Colère et ras-le-bol.
C'est sans arrêt que nos vergers sont vandalisés, volés, pillés, les exploitations, que ce soit au niveau des carburants, donc des tracteurs, le gasoil, ou des fruits qui sont volés par chapardage ou par grosse quantité. Et comme on a dit, tout le matériel d'irrigation qui est régulièrement vandalisé. Et ça commence à faire des sommes qui sont énormes sur le secteur. Le gouvernement a lancé un plan national contre ces vols. Il se déploie en Isère sous le contrôle du préfet. Il vise à renforcer les échanges d'informations entre les agriculteurs et la gendarmerie. La convention repose sur 3 axes. Mieux échanger pour mieux se connaître et au final que les agriculteurs se sentent plus protégés et soient effectivement plus protégés. Dans cet autre verger, les malfaiteurs s'attaquent au filet anti-grêle. 300 mètres volés cet été. L'exploitant se sent de plus en plus vulnérable. On a énormément de problèmes au niveau climatique ou autre au niveau du marché. Et ça, c'est un souci en plus et qui n'est pas négligeable. Donc, il faut que tout soit fait en œuvre pour déjà arrêter l'augmentation. En 2013, dernier chiffre connu, 192 préjudices ont été déclarés en Isère. Mais beaucoup ne font pas l'objet de plaintes. Le dossier du jour, avec un usage inattendu des nouvelles technologies. À l'Institut médico-éducatif de Challes-les-Eaux, en Savoie, des jeunes atteints de troubles liés à l'autisme utilisent des tablettes tactiles depuis quelques mois. Elles permettent à ces jeunes de communiquer d'une autre façon et de devenir plus autonomes. Cédric Picot, Dominique Bourget. Très bien, Cédric. Les joies de la communication. Depuis quelques mois, Cédric et Charlotte utilisent la synthèse vocale de leur tablette à l'heure des repas. L'objet permet à ces jeunes autistes de formuler leurs demandes. Il y a un petit peu plus d'échange. Après, c'est vrai qu'on peut être sur avec Charlotte qui fait une demande et Cédric qui en fait une autre en même temps. Donc forcément, il y a un peu d'attente. Mais c'est vrai qu'il y a de l'échange sans arrêt. Voilà, il en a fait une. Il va lui servir sans ketchup. La tablette reprend le système de pictogramme déjà utilisé pour communiquer avec les patients atteints de troubles du langage. Faire son lit. Je mets le drap du dessous. Mais la synthèse vocale n'est pas sa seule application. Je mets la couette. L'objet permet aussi de guider les jeunes dans leurs activités. Je mets la couette. Pour Cédric, bon nombre des actes du quotidien sont désormais séquencés. Ah, c'est plus que performant pour le brossage de dents, par exemple. Moi, la fois où j'ai vu où il était vraiment autonome, il n'avait plus besoin de moi, c'est quand j'allais revérifier s'il se brossait bien les dents, il me faisait signe souvent de la main, comme un ado qui dit bah, « j'ai pas besoin de toi, tu peux sortir de la pièce ». Le chien, il est où le chien? Très bien. Communiquer, agir, mais aussi se divertir. D'habitude, ces enfants sollicitent continuellement les adultes. Mais lorsque les tablettes apparaissent, ils prennent un moment pour eux-mêmes. Jouer leur permet de maintenir leur attention tout en exerçant leur capacité cognitive. Oui. Pour faire un jeu. C'est ce qu'on appelle la gestion du temps libre. Alors ça peut être faire du dessin, un puzzle ou toute autre chose. Mais en tout cas, la tablette propose une telle quantité d'outils que les enfants peuvent passer d'une activité à une autre en toute indépendance finalement, sans que l'adulte intervienne. Donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais avec le même. Depuis cette rentrée, à l'Institut médico-éducatif de Challes, la tablette est aussi utilisée dans l'apprentissage. Vache, dis vache, c'est vache. Une application spécialisée guide les séances. Un profil personnalisé permet de mieux cerner les besoins de chaque jeune et de mieux suivre son évolution. C'est très riche parce que ça, en plus, ça survole beaucoup d'items. Donc là, on en est à la pratique, au tri, etc. Mais peu à peu, on arrive aussi vers des notions plus scolaires et qui font qu'après, on a vraiment des élèves, quoi, des jeunes en situation d'élèves. Je mouille mes mains. Pour ces jeunes, la tablette tactile n'est pas une recette miracle. Son usage raisonné doit s'adapter à chaque individu pour l'amener à communiquer et non à s'isoler. Reste que l'expérience menée ici est concluante. 20 tablettes sont déjà utilisées. Une dizaine d'autres devraient être déployées dans les mois qui viennent.
Bonne nouvelle pour les stations de ski françaises. Malgré une très légère baisse de fréquentation, la saison 2014-2015 a été suffisamment bonne pour redonner à la France son statut de première destination mondiale de ski, juste devant les États-Unis et l'Autriche. Explication chiffrée, Johan Etienne et Tao Yuin. Cocorico pour nos stations de ski tricolores. L'hiver dernier, pour la 4e fois de son histoire, la France est redevenue championne du monde de l'or blanc en termes de fréquentation. Lors de la saison 2014-2015, les pistes de ski hexagonales ont enregistré 53,9 millions de journées skieurs. Seul bémol, cela représente une baisse de la fréquentation par rapport à l'hiver précédent. Cela n'empêche pas la France de redevenir la première destination mondiale pour le ski, juste devant les États-Unis. L'Autriche termine à la 3e marche du podium. Côté recettes, elle reste stable pour les domaines skiables avec près d'1,3 milliard d'euros, conséquence d'une hausse tarifaire du prix moyen des forfaits en station. Du côté de nos massifs, la fréquentation est en léger recul, moins 4% en Savoie et en Haute-Savoie, moins 1% sur les stations de l'Isère et de la Drôme, une baisse conforme à la tendance des 4 hivers précédents. Les raisons, une neige tardive, des difficultés de circulation lors des chassés-croisés ou encore les pluies torrentielles qui ont mis fin brutalement à la saison au mois de mai. Malgré tous ces paramètres, les petites stations ont su tirer leur épingle du jeu. Elles affichent une progression de leur fréquentation de 2% sur un an, contre un recul de 5% pour les grandes stations. Côté sport, rien ne va plus pour les footballeurs d'Évian Thonon-Gaillard qui recevaient le Red Star pour la 8e journée de Ligue 2. Hier soir, ils ont été battus 1-0 et se retrouvent à la 15e place du classement général avec seulement 8 petits points. Même déconvenu chez les brûleurs de loups qui viennent d'essuyer un 3e revers consécutif. Hier, en Coupe de la Ligue, les Grenoblois ont à nouveau perdu à Lyon pour leur match retour, défaite 4-2. Et puis Chamonix a été battu 1-2 par Morzine Avoria-Léger. Tous les résultats sur notre site alpes.france3.fr. Il y a eu un jour au musée avec les Bidochons. Voici un jour au concert avec Robert et Raymond, bien sûr. C'est un livre bande-annonce sonorisé, réalisé par Christian Binet, le célèbre dessinateur, avec la complicité de François Sabatier, un musicologue, et l'Orchestre des Pays de Savoie, dont vous êtes le directeur musical, Nicolas Chalvin. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est née cette drôle d'idée, ce livre qu'on regarde d'une drôle de manière finalement? Il est né d'une manière assez, vous l'avez dit, assez particulière. Il y a déjà eu un jour au musée avec les Bidochons dont j'avais eu connaissance. Et puis, voilà, les musiciens classiques, l'orchestre se passe toujours dans des cadres qui sont assez solennels. Puis on cherchait une manière un peu de démocratiser un peu, je dirais, l'accès à la musique classique. Donc on s'est dit, tiens, on va faire... pourquoi pas faire un concert bande dessinée. Et puis naturellement, l'idée s'est imposée après un jour au musée de faire un jour au concert avec les Bidochons. Alors on va prendre un exemple. Vous lancez, on va prendre l'exemple avec le premier exemple. Il y a 20 compositeurs au total. Jean-Sébastien Bach. On lance la musique sur le CD-ROM qui est dans le livre. Vous ouvrez le livre avec une bande dessinée qui va avoir un regard sur cette musique, signée Binet bien sûr. Et puis dans la foulée, vous pouvez lire un article sur l'auteur et l'histoire de cette musique. C'est ça le principe. Le principe, c'est ça. La première page, il y a la photo du compositeur, on écoute la musique, la plage, le commentaire des célèbres Bidochons, qui est toujours un commentaire incongru face à l'œuvre, et derrière une explication musicologique et historique du contexte et de l'œuvre. C'est culture et humour, encore une nouvelle façon de dérider la musique classique? Oui, alors, moi je pense que les musiciens classiques ont beaucoup d'humour, je pense que des compositeurs en ont beaucoup. Ils le cachent souvent. Pas toujours. Je pense qu'il y a des œuvres qui recèlent beaucoup de joie, beaucoup d'humour, qu'il faut évidemment une palette de sentiments infinie. Je pense que les musiciens sont capables d'avoir un regard aussi amusé sur leur art, et je pense que c'était une manière d'inviter un certain public qui est peut-être pas forcément, qui peut être un peu apeuré, qui a un peu peur de la musique classique, de l'approcher d'une manière un peu ludique. Je pense que les musiciens s'amuseront aussi, parce que c'est pas les derniers à faire des réflexions amusantes sur la manière dont ils pratiquent leur art. Donc voilà, c'est un clin d'œil sur la musique. Alors il y a, je le disais, 20 compositeurs, des plus classiques, Mozart, Bach qu'on vient d'entendre, Handel et puis bien d'autres, et puis des contemporains. Et parmi eux, là c'est une surprise, Christian Binet lui-même. Oui. Alors on va refaire l'expérience. Vous cliquez sur la musique, je ne sais plus quel numéro c'est. Il y a une page aussi qui correspond à Christian Binet et vous découvrez que Christian Binet est lui-même compositeur. Ça fait longtemps.
Je pense que c'est un grand mélomane. Il connaît la musique depuis qu'il est tout petit, c'est une grande passion, il va souvent en salle de concert et c'est pour ça aussi qu'il est très intéressé par ce sujet, ce problème d'initiation finalement à la musique classique. Il compose pour lui, il joue de l'orgue, il joue de l'accordéon, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire, ce projet. D'autant que ces albums aussi haut de gamme traitent aussi de pas mal de sujets musicaux et c'est souvent assez bien vu. Alors, il faut savoir que tout ça, ça va être mis aussi en scène. Vous répétez d'ailleurs actuellement à Annecy, c'est pour quand le spectacle? Alors le premier spectacle, on avait donné un premier aperçu pour les 30 ans de l'orchestre le 30 mai à Chambéry, puis on va tourner vraiment plus en rapport avec le livre qui paraît aujourd'hui donc, le 25 à Compiègne, et puis toute une série qui autour du mois de novembre dans nos contrées alpines, voilà, sur ce principe de une musique et une image des Bidochons. Un jour au concert avec les Bidochons, le livre sort aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Nicolas Chalvin. Merci. Une exposition maintenant qui se déroule à la Belle Électrique de Grenoble, c'est celle d'un artiste isérois qui s'appelle Jadikan, ça veut dire le créateur en indonésien. Jadikan évolue entre peinture, photographie, art numérique et exploration urbaine. Il pratique ce qu'on appelle le light painting. Jean-Christophe Pain, Franck Serroni. C'est classe. Waouh. Oula, ça me donne le vertige, à force. Ah ouais, tu m'étonnes, bah oui, c'est addictif ce truc. Clairement. Du coup, voilà, c'est de la photographie panoramique et vue dans un système immersif, en fait, qui est de la, comme on appelle ça, de la réalité virtuelle. Donc ça permet de se tourner pour pouvoir voir l'œuvre qui est en fait tout autour de vous, de se tourner pour la regarder. Jadikan ne recule devant rien. Pour nous procurer des sensations visuelles toujours nouvelles. Nous vous l'avions présenté sur France 3 Alpes il y a quelques années, en pleine création, dans une carrière. Quelque part en Isère, Jadikan sculpte la lumière. Plus on éclaire, plus ça restera éclairé. Hop là, si on, comme un pinceau, hop là, on rééclaire 2 fois et hop là, du coup là, ça va être de moins en moins fort. L'appareil photo, en mode pose, capte sa chorégraphie lumineuse. Ah, ça rend trop bien. C'est fou quand même. Ce qu'on peut faire avec la technologie. Light painting, virtual panoramique et maintenant relief stéréoscopique. Voyage aux sources de la photographie. Jadikan, c'est retour vers le futur. En fait, là, ça a été fait avec de la diapositive. De la photographie diapositive, donc tu vois directement le résultat. Donc c'est un appareil exprès qui a 2 objectifs. Donc quand on regarde à la lumière, on voit en fait les deux côtés. En fait, les 2 photos sont prises simultanément. Et comment ça se fait qu'on ressent une profondeur? C'est ton cerveau qui refait la 3D. Oui, après il remet le point. Il remet le point et ton cerveau imagine le relief. Mais la toute dernière trouvaille de Jadikan, c'est ça. Un téléphone portable dont on ne donnera pas la marque, équipé d'une application spéciale Light Painting. Je vais lancer l'appareil, tu bougeras pas, je vais commencer par t'éclairer et puis faire des choses autour de toi et je te dirai quand c'est terminé. Après, tu bouges pas. C'est vraiment une chorégraphie, donc il y a une première partie qui a été d'éclairer le personnage, important pour qu'on le voit, et après avec différentes sources lumineuses, je vais dessiner, là essentiellement dessiner dans l'espace. Jadikan expose actuellement dans 3 lieux différents. La Belle Électrique de Grenoble jusqu'au 24 octobre, au GAC d'Annonay pour la Biennale de Lyon et enfin à la Biennale de la photographie à Bassano en Italie. Dis donc, on n'arrête pas le progrès. Hein. Rendez-vous à 19h pour le prochain rendez-vous avec le Journal des Alpes. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain, midi pile.